Simone de Beauvoir, Le deuxième sexe, tome 1, Les faits et les mythes, deuxième partie, Histoire, chapitre 1er. Ce monde a toujours appartenu au mâle. Aucune des raisons qu'on en a proposées ne nous ont paru suffisantes. C'est en reprenant, à la lumière de la philosophie existentielle, les données de la préhistoire et de l'ethnographie, que nous pourrons comprendre comment la hiérarchie des sexes s'est établie. Nous avons posé déjà que lorsque deux catégories humaines se trouvent en présence, chacune veut imposer à l'autre sa souveraineté. Si toutes deux sont à même de soutenir cette revendication, il se crée entre elles, soit dans l'hostilité, soit dans l'amitié, toujours dans la tension, une relation de réciprocité. Si une des deux est privilégiée, elle l'emporte sur l'autre et s'emploie à la maintenir dans l'oppression. On comprend donc que l'homme ait eu la volonté de dominer la femme. Mais quel privilège lui a permis d'accomplir cette volonté ? Les renseignements que fournissent les ethnographes sur les formes primitives de la société humaine sont terriblement contradictoires, et d'autant plus qu'ils sont mieux informés et moins systématiques. Il est singulièrement difficile de se faire une idée de la situation de la femme dans la période qui précéda celle de l'agriculture. On ne sait même pas si dans des conditions de vie si différentes de celles d'aujourd'hui, la musculature de la femme, son appareil respiratoire, n'était pas aussi développée que chez l'homme. De durs travaux lui étaient confiés et en particulier, c'est elle qui portait les fardeaux. Cependant, ce dernier fait est ambigu. Probablement, si cette fonction lui était assignée, c'est que dans les convois, l'homme gardait les mains libres afin de se défendre contre les agresseurs possibles, bêtes ou gens. Son rôle était donc le plus dangereux et celui qui demandait le plus de vigueur. Il semble néanmoins qu'en de nombreux cas, les femmes étaient assez robustes et assez résistantes pour participer aux expéditions des guerriers. D'après les récits d'Hérodote, d'après les traditions concernant les Amazones du Dahomey et beaucoup d'autres témoignages antiques ou modernes, il est arrivé que des femmes prennent part à des guerres ou à des vendettas sanglantes. Elles y déployaient autant de courage et de cruauté que les mâles. On en cite qui mordaient à pleines dents dans le foie de leurs ennemis. Malgré tout, il est vraisemblable qu'alors, comme aujourd'hui, les hommes avaient le privilège de la force physique. À l'âge de la massue et des bêtes sauvages, à l'âge où les résistances de la nature étaient à leur maximum et les outils les plus rudimentaires, cette supériorité devait avoir une extrême importance. En tout cas, si robustes que fussent alors les femmes, dans la lutte contre le monde hostile, les servitudes de la reproduction représentaient pour elles un terrible handicap. On raconte que les Amazones mutilaient leurs seins, ce qui signifie que, du moins, pendant la période de leur vie guerrière, elles refusaient la maternité. Quant aux femmes normales, la grossesse, l'accouchement, la menstruation diminuaient leur capacité de travail et les condamnaient à de longues périodes d'impotence. Pour se défendre contre les ennemis, pour assurer leur entretien et celui de leur progéniture, elles avaient besoin de la protection des guerriers et du produit de la chasse, de la pêche auquel se vouaient les mâles. Comme il n'y avait évidemment aucun contrôle des naissances, comme la nature n'assure pas à la femme des périodes de stérilité, comme aux autres femelles mammifères, les maternités répétées devaient absorber la plus grande partie de leur force et de leur temps. Elles n'étaient pas capables d'assurer la vie des enfants qu'elles mettaient au monde. C'est là un premier fait lourd de conséquences. Les débuts de l'espèce humaine ont été difficiles. Les peuples collecteurs, chasseurs et pêcheurs n'arrachaient du sol que de maigres richesses et au prix d'un dur effort. Il naissait trop d'enfants, eu égard aux ressources de la collectivité. La fécondité absurde de la femme l'empêchait de participer activement à l'accroissement de ses ressources, tandis qu'elle créait indéfiniment de nouveaux besoins. Nécessaire à la perpétuation de l'espèce, elle la perpétuait avec trop d'abondance. C'est l'homme qui assurait l'équilibre de la reproduction et de la production. Ainsi, la femme n'avait pas même le privilège de maintenir la vie en face du mâle créateur. Elle ne jouait pas le rôle de l'ovule par rapport au spermatozoïde, de la matrice par rapport au phallus. Elle avait seulement une part dans l'effort de l'espèce humaine à persévérer dans son être, et c'est grâce à l'homme que cet effort aboutissait concrètement. Cependant, puisque l'équilibre production-reproduction réussit toujours à s'établir, fût-ce au prix d'infanticides, de sacrifices, de guerres,
Hommes et femmes, du point de vue de la survivance collective, sont également nécessaires. On pourrait même supposer qu'à certains stades d'abondance alimentaire, son rôle protecteur et nourricier est subordonné le mâle à la femme mère. Il y a des femelles animales qui puisent dans la maternité une complète autonomie. Pourquoi la femme n'a-t-elle pas réussi à s'en faire un piédestal ? Même dans les moments où l'humanité réclamait le plus âprement des naissances, le besoin de main-d'œuvre l'emportant sur celui des matières premières à exploiter, même aux époques où la maternité a été le plus vénérée, elle n'a pas permis aux femmes de conquérir la première place. La raison en est que l'humanité n'est pas une simple espèce naturelle. Elle ne cherche pas à se maintenir en tant qu'espèce. Son projet n'est pas la stagnation, c'est à se dépasser qu'elle tend. Les hordes primitives ne s'intéressaient guère à leur postérité. N'étant pas arrivées à un territoire, ne possédant rien, ne s'incarnant en aucune chose stable, elles ne pouvaient se former aucune idée concrète de la permanence. Elles n'avaient pas le souci de se survivre et ne se reconnaissaient pas dans leur descendance. Elles ne craignaient pas la mort et ne réclamaient pas d'héritier. Les enfants constituaient pour elles une charge et non une richesse. La preuve, c'est que les infanticides ont toujours été nombreux chez les peuples nomades, et beaucoup des nouveau-nés, qu'on ne massacre pas, meurent faute d'hygiène dans l'indifférence générale. La femme qui engendre ne connaît donc pas l'orgueil de la création. Elle se sent le jouet passif de forces obscures, et le douloureux accouchement est un accident inutile ou même important. Plus tard, on accorda plus de prix à l'enfant. Mais de toute façon, engendrer, allaiter ne sont pas des activités, ce sont des fonctions naturelles. Aucun projet n'y est engagé. C'est pourquoi la femme n'y trouve pas le motif d'une affirmation hautaine de son existence. Elle subit passivement son destin biologique. Les travaux domestiques auxquels elle est vouée, parce qu'ils sont seuls conciliables avec les charges de la maternité, l'enferment dans la répétition et dans l'immanence. Ils se reproduisent de jour en jour sous une forme identique qui se perpétue presque sans changement de siècle en siècle. Ils ne produisent rien de neuf. Le cas de l'homme est radicalement différent. Il ne nourrit pas la collectivité à la manière des abeilles ouvrières par un simple processus vital, mais par des actes qui transcendent sa condition animale. L'homo faber est dès l'origine des temps un inventeur. Déjà le bâton, la massue dont il arme son bras pour gauler les fruits, pour assommer les bêtes sont des instruments par lesquels il agrandit sa prise sur le monde. Il ne se borne pas à transporter au foyer des poissons cueillis au sein de la mer. Il faut d'abord qu'il conquiert le domaine des eaux en creusant des pirogues. Pour s'approprier les richesses du monde, il annexe le monde même. Dans cette action, il éprouve son pouvoir. Il pose des fins, il projette vers elle des chemins. Il se réalise comme existant. Pour maintenir, il crée. Il déborde le présent, il ouvre l'avenir. C'est pourquoi les expéditions de pêche et de chasse ont un caractère sacré. On accueille leur réussite par des fêtes et des triomphes. L'homme y reconnaît son humanité. Cet orgueil, il le manifeste aujourd'hui encore, quand il a bâti un barrage, un gratte-ciel, une pile atomique. Il n'a pas seulement travaillé à conserver le monde donné. Il en a fait éclater les frontières, il a jeté les bases d'un nouvel avenir. Son activité a une autre dimension qui lui donne sa suprême dignité. Elle est souvent dangereuse. Si le sang n'était qu'un aliment, il n'aurait pas une valeur plus haute que le lait. Mais le chasseur n'est pas un boucher. Dans la lutte contre les animaux sauvages, il court des risques. Le guerrier, pour augmenter le prestige de la horde, du clan auquel il appartient, met en jeu sa propre vie. Et par là, il prouve avec éclat que ce n'est pas la vie qui est pour l'homme la valeur suprême, mais qu'elle doit servir des fins plus importantes qu'elle-même. La pire malédiction qui pèse sur la femme, c'est qu'elle est exclue de ses expéditions guerrières. Ce n'est pas en donnant la vie, c'est en risquant sa vie que l'homme s'élève au-dessus de l'animal. C'est pourquoi dans l'humanité, la supériorité est accordée non au sexe qui engendre, mais à celui qui tue. Nous tenons ici la clé de tout le mystère. Au niveau de la biologie, c'est seulement en se créant à neuf qu'une espèce se maintient. Mais cette création n'est qu'une répétition de la même vie sous des formes différentes. C'est en transcendant la vie par l'existence que l'homme assure la répétition de la vie. Par ce dépassement, il crée des valeurs qui dénient à la pure répétition toute valeur. Chez l'animal, la gratuité, la variété des activités mâles reste vaine parce que aucun projet ne l'habite. Quand il ne sert pas l'espèce,
Ce qu'il fait n'est rien. Tandis qu'en servant l'espèce, le mâle humain modèle la face du monde, il crée des instruments neufs, il invente, il forge l'avenir. Se posant comme souverain, il rencontre la complicité de la femme elle-même, car elle est, elle aussi, un existant. Elle est habitée par la transcendance et son projet n'est pas la répétition, mais son dépassement vers un avenir autre. Elle trouve au cœur de son être la confirmation des prétentions masculines. Elle s'associe aux hommes dans les fêtes, qui célèbrent les succès et les victoires des mâles. Son malheur, c'est d'avoir été biologiquement vouée à répéter la vie, alors qu'à ses yeux même, la vie ne porte pas en soi ses raisons d'être, et que ces raisons sont plus importantes que la vie même. Certains passages de la dialectique par laquelle Hegel définit le rapport du maître à l'esclave s'appliqueraient bien mieux au rapport de l'homme à la femme. Le privilège du maître, dit-il, vient de ce qu'il affirme l'esprit contre la vie, par le fait de risquer sa vie. Mais en fait, l'esclave vaincu a connu ce même risque, tandis que la femme est originellement un existant qui donne la vie et ne risque pas sa vie. Entre le mâle et elle, il n'y a jamais eu de combat. La définition de Hegel s'applique singulièrement à elle. L'autre, conscience, est la conscience dépendante pour laquelle la réalité essentielle est la vie animale, c'est-à-dire l'être donné par une entité autre. Mais ce rapport se distingue du rapport d'oppression parce que la femme vise et reconnaît, elle aussi, les valeurs qui sont concrètement atteintes par les mâles. C'est lui qui ouvre l'avenir vers lequel elle aussi se transcende. En vérité, les femmes n'ont jamais opposé aux valeurs mâles des valeurs femelles. Ce sont des hommes désireux de maintenir les prérogatives masculines qui ont inventé cette division. Ils n'ont prétendu créer un domaine féminin, règne de la vie, de l'immanence, que pour y enfermer la femme. Mais c'est par-delà toute spécification sexuelle que l'existant cherche dans le mouvement de sa transcendance sa justification. La soumission même des femmes en est la preuve. Ce qu'elles revendiquent aujourd'hui, c'est d'être reconnues comme existants, au même titre que les hommes, et non de soumettre l'existence à la vie, l'homme à son animalité. Une perspective existentielle nous a donc permis de comprendre comment la situation biologique et économique des hordes primitives devait amener la suprématie des mâles. La femelle est plus que le mâle en proie à l'espèce. L'humanité a toujours cherché à s'évader de sa destinée spécifique. Par l'invention de l'outil, l'entretien de la vie est devenu pour l'homme activité et projet, tandis que dans la maternité, la femme demeurait rivée à son corps, comme l'animal. C'est parce que l'humanité se met en question dans son être, c'est-à-dire préfère à la vie des raisons de vivre, qu'en face de la femme, l'homme s'est posé comme le maître. Le projet de l'homme n'est pas de se répéter dans le temps, c'est de régner sur l'instant et de forger l'avenir. C'est l'activité mâle qui, créant des valeurs, a constitué l'existence elle-même comme valeur. Elle l'a emportée sur les forces confuses de la vie. Elle a asservi la nature et la femme. Il nous faut voir à présent comment cette situation s'est perpétuée et a évolué à travers les siècles. Quelle place l'humanité a-t-elle faite à cette partie d'elle-même qui s'est en son sein définie comme l'autre ? Quel droit lui a-t-on reconnu ? Comment les hommes l'ont-ils défini ? Fin du chapitre.